Pierre-Yves Gomez. Bonjour Jean-Philippe. Pierre-Yves Gomez, professeur à Lyon Business School, auteur dans l'ouvrage Les grands auteurs aux frontières du management d'un chapitre sur Ivan Illich. Et vous concluez en disant « C'est pourquoi davantage que sa postérité passée, c'est sa postérité future en gestion qu'il nous faut regarder. » Ivan Illich. Là, j'ai amené les œuvres complètes. Voilà, donc vous nous faites un digeste en une dizaine de pages, des œuvres complètes dont vous me confiez qu'elles ne sont pas complètes. Oui, il manque quelques titres. D'abord, en fait, ce sont les essais d'Illich. Oui. Il n'aurait pas fallu appeler ça œuvre complète, mais essais, totalité des essais sauf un. En tout cas, quelques mots sur Illich. Ce que j'aimerais, j'aimerais partager, sinon la passion, en tout cas l'intérêt qu'il y a pour cet immense auteur, très connu et inconnu. Très connu parce qu'on utilise, il y a des mots qu'on utilise très couramment comme contre-productivité, effet de seuil, convivialité, qui sont des mots illichiens et pour convivialité même forgés par Illich. Un auteur qui a eu un énorme succès dans les années 70-80, un succès mondial. C'est un auteur autrichien, international, qui va vivre en Amérique latine, connu du monde entier, parlant 6 langues couramment, pouvant intervenir en sanskrit dans une conférence parce qu'il jugeait qu'il fallait quand même respecter les auditeurs indiens, et donc il fait son discours en sanskrit. Bon, voilà, un personnage incroyable. Est devenu relativement peu connu, alors que ses thèmes sont essentiels aujourd'hui. C'est tout ce qui se dit aujourd'hui sur les effets climatiques, mais aussi l'évolution de la société, la frugalité, la transformation du capitalisme, de consommation de masse. Tout ça c'est dit, pas que par Illich, parce que beaucoup de choses ont été dites dans les années 70, mais beaucoup par Illich, et dans au moins 4 grands essais absolument remarquables, qui marquent, remarquables au sens où ils marquent une pensée et une façon de penser. Donc je ne peux qu'inviter à lire ou relire Illich, en commençant par la convivialité, ce petit ouvrage qui résume en fait son art de vivre et son projet d'humanité. Donc voilà, quelques mots sur les 3 concepts majeurs quand même: programmation industrielle, monopole radical, contre-productivité et effet de seuil. Effet de seuil. Alors, l'idée d'Illich est assez simple finalement. Il se met à écrire ses essais, il a une quarantaine d'années, et il écrit tous en 4 ans, 5 ans. Et c'est à peu près la même thématique, autour de les thèmes que vous venez d'évoquer. D'abord, il y a une construction de la société industrielle par programmation. C'est pas nouveau, ça s'est beaucoup dit et lu déjà à l'époque, ça se disait beaucoup à l'époque, ça se dit encore. Le propre de la société moderne, et notamment industrielle, c'est une programmation de la société où on va construire les comportements désirables à partir d'un programme qui est un programme collectif, un programme pour tous. Et donc il y a des sachants, les gestionnaires en particulier, qui savent pour les autres ce qui est bon pour pouvoir organiser au mieux aussi bien l'éducation, pour prendre des thèmes travaillés par Illich, que la santé publique, pour prendre un thème travaillé par Illich et qui a été d'une actualité criante, et qui est toujours d'ailleurs, ces derniers mois. C'est-à-dire, il y a une programmation et on doit expliquer à chacun où il doit se trouver pour que la société fonctionne. Donc cette programmation industrielle, Illich la dénonce et elle est au cœur de toute au-delà de sa critique, peu importe, mais de sa compréhension de ce qu'est l'appareil politique et économique. Il y a des programmeurs, avant même qu'on parle évidemment d'informatique, il y a des programmeurs, il y a des stratèges qui programment pour les autres, et il y a ceux qui doivent entrer dans les cases qui sont conçues par les programmeurs. Donc ils voient par exemple que l'école, l'école c'est longtemps l'éducation, c'est les parents qui éduquent leurs enfants, c'est le vieux du village, je sais pas, c'est les amis, etc. Et qu'on est éduqué de cette façon pendant des siècles. Et puis à un moment donné, il y a des programmeurs qui vont penser l'éducation pour tous, alors ce qui est évidemment un progrès, mais une éducation identique pour tous, programmée, où chacun doit savoir très exactement ce qu'il doit apprendre, à quel moment il doit l'apprendre, dans quel lieu, dans quelle classe. Alors, on cite cette anecdote
plus ou moins vrai, du ministre de l'Éducation fin 19e siècle qui tire sa montre et qui dit « Je sais exactement ce qu'apprennent tous les enfants français à cette heure-là ». C'est-à-dire cette idée qu'on peut construire une société à partir d'un programme. Donc l'éducation, la santé, où il montre qu'en fait, la santé devient une industrie, et dès lors, elle est programmée, c'est-à-dire on décide de ce qu'est santé et ce qu'est maladie, des maladies importantes et pas importantes, des maladies qui nécessitent des arrêts de travail ou pas, et donc s'organise une construction industrielle de la santé. Et donc il va appliquer ça à l'énergie, avec des textes absolument extraordinaires pour les temps présents sur l'énergie, sur l'usage de l'énergie. Le déplacement, bien sûr, parce que c'est une des thèses les plus célèbres. Donc, programmation industrielle. Et ensuite, de là, il développe deux grands concepts, la contre-productivité. Il montre que ces systèmes deviennent contre-productifs parce qu'ils créent les conditions de leur dysfonctionnement. Il dit que ça ne fonctionne pas parce que... Alors, l'automobile, c'est l'exemple le plus célèbre, parce que l'automobile a été conçue pour aller vite, et comme tout le monde utilise l'automobile, tout le monde va plus lentement. Et donc, la société industrielle, post-industrielle, se caractérise par des bouchons partout et par un temps extrêmement lent, si bien qu'à Paris, en vélo, on va plus vite qu'en auto, comme le disait déjà à l'époque une chanson célèbre. On dépasse les autos. C'est-à-dire que l'usage de la technologie devient contre-productif parce qu'il y a un surusage. Ça, c'est une première critique de la contre-productivité. La seconde critique, c'est qu'il est exclusif. C'est-à-dire que ceux qui n'arrivent pas à entrer dans l'usage sont exclus. Par exemple, ceux qui n'arrivent pas à entrer dans les systèmes scolaires sont exclus, et donc il faut créer un système scolaire pour les exclus, qui lui-même est un système programmé, et donc qui exclut les exclus, et ça à l'infini, donc c'est un système de plus en plus coûteux. Et enfin, le simple fait d'avoir programmé conduit à être obligé à utiliser tous les mêmes techniques. Par exemple, on doit tous utiliser la voiture, parce que si on n'utilise pas la voiture, on ne peut pas se déplacer, parce que les lieux de travail sont conçus à telle distance, des lieux de vie, etc. Si bien qu'on est obligé, la programmation a construit les conditions de la contre-productivité. Donc, oui, ce qui montre, et c'est génial dans Illich, c'est qu'il n'y a pas de critique externe. Il montre que c'est la dynamique même du modèle qui conduit à cette absurdité, en tout cas à sa contre-performance, mais programmée pratiquement. Quand on programme, la programmation industrielle conduit à la contre-productivité programmée. L'autre grand thème d'Illich, c'est l'effet de seuil. C'est une idée très riche. Il montre, qui paraît banale quand on la lit comme ça, mais qui n'est pas si évidente. Il montre que les phénomènes ne sont pas linéaires, mais en fait, il y a pour tout phénomène, pour toute évolution, il y a des effets de seuil. On accumule, et puis à un moment donné, à l'étape suivante, on n'est pas dans le même système. On a changé les règles du jeu. Donc on continue de raisonner comme si c'était linéaire. Quelqu'un de très riche, c'est quelqu'un de moins riche, qui est un peu plus riche que quelqu'un d'encore moins riche. Non. En fait, il montre que lorsque vous dépassez un seuil, vous changez de société, vous changez de mentalité, vous changez d'éducation, vous changez de capabilities, comme on dit en anglais, de capacité d'action sur le monde, et que ce n'est pas linéaire, donc ce n'est pas réversible en termes linéaires. Une fois qu'on a franchi un seuil, c'est irréversible. Donc on a cet effet pour l'automobile, il montre que les villes, une fois qu'elles ont franchi le seuil d'usage de l'automobile, tout est tellement fait pour l'automobile, les avenues sont larges, il n'y a pas de trottoir pour les piétons, il n'y a pas de lieu pour les vélos, tout est fait, les grandes surfaces, tout est fait pour utiliser les voitures, et que dès lors, on ne peut plus revenir en arrière. Et pour revenir en arrière, il faut casser, comme on le voit dans certaines villes, il faut casser des routes, il faut, au grand dent évidemment de la population qui, elle, est toujours habituée est toujours dans le seuil précédent, et en fait, on voudrait lui faire franchir un seuil plus bas, alors qu'elle est déjà inscrite dans le seuil d'après. Donc, effet de seuil, vous voyez, à partir du principe, du constat que notre société est d'abord programmée, et programmée veut dire généralisation des usages. Les techniques, les usages, les objets sont pensés pour des usages généralisés. Tout le monde utilise la même chose de la même façon. Ça conduit, d'une part, à la contre-productivité du point de vue des usagers et du point de vue collectif, et aux effets de seuil, c'est-à-dire à des sociétés qui s'éloignent de plus en plus de la programmation initiale, parce qu'elle a franchi des effets. Absolument passionnant, incroyable d'actualité. Sur beaucoup de sujets, notamment autour des questions climatiques ou des questions sociétales aujourd'hui, et sociales, on a vraiment
grand intérêt à lire Illich, parce que tout était là. Il n'y a pas que lui, encore une fois, hein, mais tout est là. Alors, Illich a l'avantage d'écrire de manière très très simple, très lisible par tout le monde. C'est pas un savant qui complique. Il essaie de parler le plus simplement possible pour expliquer des phénomènes dont on conçoit assez vite la réalité matérielle, parce qu'on les vit. Donc on aurait vraiment intérêt à relire, notamment ces questions climatiques et sociales et sociétales, les deux aujourd'hui. Bien sûr. Et vous nous dites, pour la gestion, retour au vernaculaire. Alors, parce que Illich, il décrit ce système industriel, donc il en voit les limites qu'on vient d'évoquer, mais il a quand même, comme tout penseur, il a une perspective d'une société meilleure. Et sa société meilleure, c'est ce qu'il appelle la convivialité. C'est la société dans laquelle l'usage des outils est à la main de ceux qui les utilisent. Vieille idée de Marx. Hein. Le premier niveau d'exploitation de l'humain, c'est lorsque l'homme est soumis à la machine, dit Marx. En fait, cette idée reprise de façon plus large, plus ouverte par Illich, n'est pas convivial l'objet qui détermine son usage et donc mon comportement. Et là, on retrouve la programmation industrielle. Et convivial, l'usage d'un objet dont je peux me ressaisir. Et il donne l'exemple du vélo par rapport à la voiture. La voiture, on est aujourd'hui incapable de réparer une voiture. Un vélo, toute personne, un vélo encore relativement simple, vous allez me dire, toute personne peut démonter, s'il est crevé, peut changer la roue, ça reste à la main. Ou la voiture, s'il n'y a pas de route, je ne peux pas l'utiliser. Un vélo, je peux aller par des sentiers, je peux aller sur des trottoirs, comme on le voit hélas, mais bon, je peux adapter, utiliser l'outil au mieux. Donc, convivialité, et donc il pense une société. Vous voyez que la convivialité, c'est très utilisé en termes affectifs, mais c'est pas le terme tel que l'a connoté Illich. Pour lui, est convivial une société dans laquelle l'humain est maître des outils qui ne s'imposent plus à lui. Et il en déduit, il est plongé, mais comme beaucoup d'auteurs des années 70, dans l'idée qu'il y a une connaissance immanente aux sociétés. Bien sûr qu'il y a les programmeurs, il y a les sachants, il y a les experts qui lui expliquent comment il faut l'organiser, mais il y a une sagesse, une intelligence qui sourd, qui naît alors j'utilise le mot parce qu'il l'utilise, du peuple, de la société matérielle la plus triviale. On a cette idée de Certeau aussi, hein. C'est une idée assez commune dans les années 70. Et il appelle vernaculaire cet espace qui est l'espace de l'arrangement, de la gestion immédiate, de la solidarité, des liens, vous voyez, des liens immédiats, la médiatisation n'étant plus la programmation. Des liens qu'on va créer entre nous, et donc de la façon qu'on parle une langue vernaculaire, parce qu'il n'y a pas de grammaire, hein, parce que l'usage naît de la pratique, de la même façon, il existe une organisation vernaculaire qui naît de la pratique des acteurs, des agents qui vont s'ajuster les uns aux autres. Absolument passionnant. Pour des organisations conviviales, Ivan Illich, les grands auteurs aux frontières du management, et donc un texte pour découvrir la pensée, puis ensuite approfondir. Voilà. Merci Pierre-Yves Gomez. Merci à vous.